Donc bonjour à tous, moi je suis donc Camille Vintrop-Boyon, je travaille pour l'Institut pour la ville durable, dont je vais vous dire quelques mots, et donc je suis accompagnée de 3 intervenants pour animer cet atelier qui s'appelle donc Résilience, êtes-vous prêts ? Vous avez monsieur Jean-Éric Fournier qui est directeur du développement durable de Covivio, vice-président également de l'Alliance HQE et président de la commission environnement de la Fédération des sociétés immobilières et foncières. Voilà. Monsieur Éric Petitpas, qui intervient sous 2 casquettes, sous la casquette mission risque naturel ainsi que l'agence qualité construction. Et enfin, madame Chloé Tran Duc Minh, qui est directrice d'études au CEREMA Ouest. Voilà, pour ces 3 intervenants, chacun va nous donner sa vision. Nous aurons la vision assurance avec monsieur Petitpas, la vision immobilière et foncière avec l'immobilier avec monsieur Fournier, et enfin une vision chercheur avec madame Tran Duc Minh. Je me permets de dire quelques mots sur l'Institut pour la ville durable et ce que nous faisons en matière de résilience. Donc l'Institut pour la ville durable, c'est donc l'association qui réunit dans l'intérêt général les parties prenantes françaises de la ville durable. Nous avons 4 collèges, le collège État, le collège collectivité territoriale, le collège entreprise et le collège expert. L'objectif vraiment principal de l'Institut pour la ville durable est de promouvoir le savoir-faire et les bonnes pratiques françaises pour une ville durable en France et à l'international. Donc, l'Institut pour la ville durable est un lieu de capitalisation, de valorisation et de diffusion des bonnes pratiques, avec 2 orientations générales: faciliter le changement d'échelle des projets et contribuer à la promotion et à la dissémination des savoir-faire. Donc l'IVD, c'est vraiment un outil à la fois stratégique et opérationnel qui a parmi ses missions de susciter des formations innovantes. Et donc l'IVD a impulsé des formations actions sur des enjeux choisis et déterminants en matière de ville durable. Ces formations visent d'abord à apporter aux collectivités territoriales les méthodes et les outils pour se doter de stratégies nouvelles dont elles ont besoin. Donc l'IVD, avec l'appui de la mission résilience de la ville de Paris, a lancé une première formation française spécifique à la stratégie de résilience territoriale. Donc cette formation, elle est accessible en présentiel et en ligne et a déjà attiré plus de 50 participants qui sont principalement issus du monde des collectivités territoriales, qui sont naturellement les premières concernées par la gestion des crises, des chocs et de leurs conséquences, et du rebond surtout qui doit s'opérer pour en sortir. Voilà, donc là vous avez 2 thématiques. Donc là je vous ai parlé de la stratégie de résilience territoriale et nous sommes en préparation d'une seconde formation sur la stratégie de gouvernance des données. Alors, avant d'introduire plus avant les intervenants, une petite définition peut-être qui peut être utile sur la résilience. C'est quoi ? C'est la capacité d'un système qui est exposé à des dangers d'y résister, de s'adapter à leurs effets et de se relever rapidement et efficacement, notamment en préservant et en rétablissant ses structures et fonctions essentielles. Voilà, donc monsieur Petitpas, vous allez nous présenter un état des lieux et la vision assurance. Voilà, je vous laisse la parole. Je vous remercie pour cette introduction. Donc, a priori, j'appartiens, effectivement, je suis conseiller au sein de 2 associations différentes. La mission risque naturel, donc, qui est une association dans la mouvance des sociétés d'assurance qui s'occupe de la connaissance des risques naturels et qui tente de contribuer à la prévention des risques naturels dans la mesure où on arrive encore à y contribuer. On va en parler. Et puis l'agence Qualité Construction, qui est une association qui a pour objectif de contribuer à la réduction de la sinistralité de la construction, et donc qui comporte 45 associations, organismes membres, et qui est membre de l'association HQE qui est l'GBE. Pour le sommaire, donc, je passe les 2 pages de présentation que je laisse dans la présentation, que vous pourrez lire suite à la présentation si vous voulez en savoir plus sur les missions des 2 associations. Et je vais rentrer directement dans les éléments de contexte. La présentation de l'agence Qualité Construction, donc, qui est à votre disposition. Et puis la présentation sur les enjeux, dans un premier temps, avant de venir à la présentation sur les contributions des 2 associations à des travaux concernant la résilience du bâti.
Donc les enjeux qui ne sont pas mauvais de rappeler, qui sont présentés ici en synthèse d'une étude qui a été publiée en 2015 par la Fédération française de l'assurance à l'occasion de la COP 21, c'est de rappeler quelle est la photographie, je dirais, des enjeux de risque naturel sur les 25 dernières années. Enfin, les 25 dernières, c'était la période 88-2013, vue en 2015. Donc les enjeux, que ce soit sur la sinistralité assurée en matière de risque naturel et de climatique, c'est de l'ordre de 48 milliards d'euros. En moyenne, c'est 430 000 sinistres par an. Donc ça veut dire qu'en année moyenne, c'était de l'ordre de 2 milliards, 1,9 milliard par an. On voit sur la représentation graphique que c'est, sur ces 25 années, assez partagé entre, d'un côté, deux aléas qui rentrent dans le régime des catastrophes naturelles, les inondations pour 2/3 et la sécheresse pour 1/3, pour la partie CatNat. Et puis sur la gauche du graphique, ce qu'on appelle les TGN en langage d'assureur, donc tempête, neige, grêle, qui représentent l'autre moitié, donc 1 milliard en gros en moyenne par an, tempête, grêle, neige, 1 milliard en moyenne par an, inondation, sécheresse. Alors bien entendu, sur les 25 dernières années, la moyenne est à 2 milliards, mais autant vous dire qu'elle était plutôt à 1 milliard au début des années 90 et qu'elle est plutôt à 3 milliards aujourd'hui. Enfin, c'est bien une moyenne. Quelles sont les perspectives sur la période à l'échéance 2040 ? C'est globalement quasiment un doublement des enjeux financiers concernant les aléas naturels et les risques naturels et climatiques. Donc 92 milliards d'euros, avec, je dirais, c'est pas x2 entre guillemets partout, c'est effectivement des variations suivant qu'on est sur des risques climatiques, des risques inondations, des risques sécheresse, avec, comme vous pouvez le remarquer, x2,5 entre guillemets, x2,6, concernant l'augmentation du coût de l'enjeu de la sécheresse sur le bâtiment, donc qui est une véritable préoccupation aujourd'hui. Donc ça, c'est la cartographie de ce qu'on observe et ce vers quoi on estime qu'on va aller, en sachant que l'impact du changement climatique dans ces chiffres, les chiffres d'évolution, il est de l'ordre de 30%. Tout n'est pas lié au changement climatique, dans le doublement, je dirais, de la perspective. Il y a 30% qui est dû effectivement au changement climatique. Il y a 40% qui est dû au fait que les valeurs assurées augmentent. Vous n'avez a priori pas la même chose dans votre cuisine aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc effectivement, quand vous avez un problème dans votre cuisine, on a globalement 2 fois plus à indemniser qu'il y a 20 ans. Et puis, il y a l'appétence au risque, je dirais, c'est assez bizarrement, on aime bien aller se mettre là où il y a plus de risques. C'est-à-dire que si dans un village, la rive droite du cours d'eau est construite et qu'on cherche à étendre le village, assez logiquement ou bizarrement, on va aller étendre la rive gauche qui n'était pas encore construite et qui est aussi inondable que la rive droite, mais qui va de coup devenir inondable. Et donc on a une appétence au risque et on voit que les grandes populations se répartissent plutôt vers les côtes. Or, je dirais, l'aléa côtier n'est pas forcément l'aléa le plus sûr pour le futur. Donc ça, c'est les enjeux, les forces en présence. Autre force en présence, c'est qu'est-ce qu'on a financièrement comme enveloppe annuelle sur certains sujets. Donc là-dessus, vous avez une cartographie, donc on retrouve évidemment les 2 milliards de sinistralité moyenne par an sur les 25 dernières années. Vous retrouvez, donc ça c'est, on répare les conséquences dommageables des événements naturels. Vous avez un volet, je dirais, étatique, qui est le fonds Barnier, qui lui est doté de 137 millions d'euros par an. Donc avec ça, on fait par exemple, on finance les programmes d'action de prévention des inondations, les fameux PAPI, qui permettent effectivement d'élaborer des plans de prévention des risques inondations, et puis d'avoir des répercussions après sur les plans locaux d'urbanisme, et donc sur le permis de construire au final, au moment de la construction du bien. Donc on voit que 137 millions pour couvrir l'ensemble des aléas qui relèvent des aléas naturels par an. Et puis de l'autre côté, qui est quand même intéressant de mentionner quand même dans les valeurs, entre guillemets, les forces en présence. Donc 2 milliards, c'est la réparation d'assurance, 137 millions, c'est le fonds Barnier. Et puis on a, c'est des chiffres de 2017, ils ont un peu augmenté en 2018 puisqu'ils viennent d'être publiés. Je dirais par exemple le chiffre d'affaires du bâtiment en France, qui représente juste 140 milliards d'euros, à 60% sur des travaux de rénovation et à 40% sur des travaux neufs. Donc on voit que ce chiffre d'affaires du bâtiment, c'est quand même les bâtiments dans lesquels on vit tous les jours. Le 1% de renouvellement annuel du parc de logement, c'est ces 150 milliards d'euros par an.
Donc on voit qu'il y a éventuellement un levier sur la capacité de ce bâtiment à s'adapter, je dirais, aux aléas naturels, et il y a des moyens énormes de ce côté-là. Donc il y a des vrais enjeux, et quand on regarde effectivement dans le petit graphique du bas la valeur de l'euro investi dans chacune des catégories, je veux dire que l'euro investi en réparation de sinistres, je dirais qu'il est très difficile de faire de l'amélioration à ce moment-là, parce qu'en général, tout le monde a une appétence à recouvrer rapidement la situation antérieure. Donc je dirais qu'on n'a pas le temps, quand vous avez le cyclone Irma qui passe sur les Antilles, je dirais globalement tout le monde veut un toit, et après on verra si le toit est paracyclonique ou pas. Donc la priorité est à recouvrer. La prévention au moment sur des bâtiments existants, quand le bâtiment n'a pas été conçu pour être en zone inondable et qu'il est en zone inondable, il faut investir beaucoup pour le rendre résilient. Et puis effectivement, quand on est sur un bâtiment neuf, c'est là où l'euro investi a le plus grand rendement, puisqu'on a conçu en fonction des aléas auxquels on est exposé. Et donc du coup, on voit que le surcoût est marginal par rapport aux gains qu'on peut avoir en termes de résultats. Concernant les contributions donc, des deux associations auxquelles j'ai le plaisir de participer, de travailler à la connaissance et à la résilience, donc nous on ne construit pas de bâtiments en tant qu'association, on essaie juste de contribuer à la connaissance. Donc c'est un exemple, par exemple, à partir des données de sinistralité assurantielle, on épluche les rapports, je dirais, qui sont remplis par les experts d'assurance suite à des événements. Alors, suite à une tempête, suite à une grêle, suite à une inondation, suite à une sécheresse, et on regarde ce que cela coûte et quels sont les postes du bâtiment qui constituent la réparation de l'indemnité. Et donc on se sert d'ailleurs de la structure, de la nomenclature de l'agence qualité construction sur les principaux postes, et on affecte, je dirais, les indemnités payées par les assureurs à ces différents postes du bâtiment. Donc ça permet de mesurer l'impact de façon assez détaillée sur un événement ou sur une famille d'événements, c'est-à-dire la sécheresse, ça touche quoi, et qu'est-ce qu'on paye quand on paye des réparations de sécheresse. Donc vous allez avoir, très synthétiquement, quatre exemples. Donc en sécheresse, on va retrouver effectivement les trois principaux postes d'indemnité, et effectivement, conformément à ce à quoi on peut s'attendre, je dirais le poste par exemple fondation ou reprise des fondations doit couvrir, je vois mal le chiffre d'ici, mais de l'ordre de la moitié de l'indemnité qui est versée. Après, on a effectivement les conséquences dommageables de la sécheresse, on va réparer les embellissements, les cloisons, les sols et ainsi de suite. Et puis, donc a priori, on voit que le poste réparation des fondations est un poste énorme dans l'impact sécheresse sur le bâtiment, qui est essentiellement de la maison individuelle. En inondation, eh bien, on retrouve effectivement les embellissements, les papiers peints. On trouve beaucoup moins d'effets structurels sur les inondations, en notant pourtant qu'on fait des différences entre les inondations de plaine à cinétique lente et les inondations, par exemple, méditerranéennes, où c'est assez violent et on a parfois des atteintes structurelles du bâtiment à l'inondation. La tempête, alors là, c'est pas la grosse tempête, c'est la tempête, je dirais, ordinaire, de l'hiver ordinaire, et assez paradoxalement, on a découvert, on ne le savait pas, que c'était un accessoire, entre guillemets, du bâtiment qui coûtait aussi cher que les toitures auxquelles on s'attend qu'elles soient sinistrées par les tempêtes. Ce sont les portails et les clôtures. Les portails et les clôtures, apparemment, coûtent très cher. Dans la tempête ordinaire, celle que vous avez 3-4 fois dans l'hiver, apparemment, c'est quelque chose qui revient très cher. Et c'est vrai qu'on ne doit pas se préoccuper beaucoup de la norme sur les tempêtes quand on conçoit un bâtiment, une clôture ou un portail. Et puis la grêle aussi, on a fait une étude sur la grêle, donc on retrouve naturellement les éléments de toiture, et il y a une sorte de logique à ce que ça se comporte assez mal, la grêle, puisque la France n'a pas de cartographie de l'aléa grêle, et pratiquement aucun matériau de construction n'a un classement vis-à-vis de la grêle, sauf peut-être les modules photovoltaïques et quelques éléments égarés, mais les volets roulants ne sont pas classés pour la grêle, et ainsi de suite. Donc a priori, le résultat est assez aléatoire, et il coûte entre 150 et 200 millions par an. Quels sont les autres apports, je dirais, des associations à partir des données que l'on a et qu'on constate, par exemple, dans le domaine de l'assurance, et qu'est-ce qu'on peut en faire pour essayer d'améliorer, je dirais, l'impact sur la construction. Au titre de l'agence qualité construction, j'ai eu l'occasion de participer aux travaux de révision du DTU 1311 sur les fondations superficielles.
Donc on a vu que les fondations superficielles, ça a probablement un gros impact sur l'aléa sécheresse, d'une part, et puis indépendamment de l'aléa sécheresse, qui est un risque qui nous préoccupe beaucoup, je dirais globalement, c'est tout simplement que les fondations superficielles sont le poste le plus coûteux en sinistralité assurance-construction, en sinistralité décennale. Donc je dirais globalement, il y avait certainement un travail à faire sur l'amélioration et l'actualisation des règles de construction. Donc ça, c'est l'agence qualité et construction qui, à partir de l'observatoire des sinistres qu'elle a, peut contribuer à des travaux au moment de la révision des règles de construction. Un autre exemple, toujours sur la sécheresse, ce coup-ci, c'est la mission risque naturel qui, à partir de 200 000 sinistres géolocalisés, a pu contribuer à l'actualisation de la carte d'aléas retrait-gonflement qui est élaborée par le Bureau de recherche géologique et minière. Et donc, on a mis l'information concernant ces 200 000 sinistres à disposition du BRGM pour travailler sur l'actualisation de la cartographie pour que les couches géologiques les plus sinistrantes, en fonction de la sinistralité constatée, soient bien catégoriées dans des risques aggravés, enfin, suivant la classification qui a été adoptée sur cette carte. Voilà donc un autre exemple de contribution à l'amélioration de la connaissance, et on peut penser que les maisons qui seront construites en fonction de cette nouvelle cartographie auront au moins tous les éléments pour construire de façon adaptée. Voilà, donc je vous remercie. Donc après, la dernière page, c'est effectivement tous les documents que vous pouvez consulter sur l'un ou l'autre des deux sites de la mission risque naturel ou de l'agence qualité construction. Merci beaucoup. Je vous remercie. En plus, pour le respect du temps de parole, c'est très intéressant de pointer le fait, en fait, qu'on construit aujourd'hui les habitats futurs. Et que, est-ce que il y a une question vraiment de, est-ce que la construction d'aujourd'hui va être en mesure d'apporter le confort et la protection attendue par les personnes, en fait, qu'elle abritera dans 25 ans? C'est une excellente question. Je dirais globalement, c'est vrai que l'accent est beaucoup mis aujourd'hui, et pas que depuis aujourd'hui d'ailleurs, parce que je dirais que depuis le choc pétrolier, pour des raisons différentes, je dirais qu'on a une très grande préoccupation sur la consommation énergétique et sur les rejets de gaz à effet de serre, ce qui est effectivement fondamental pour essayer de moins impacter, entre guillemets, par le secteur de la construction, l'impact sur le climat. Par contre, je dirais qu'on a moins, et c'est peut-être dommage, conscience, je dirais, de l'adaptation de ce bâtiment aux circonstances climatiques dont on voit qu'a priori, c'était 25 milliards sur les 25 dernières années, ça devrait être le double dans les 25 prochaines. Est-ce qu'on a pris la mesure de l'amplification de ces phénomènes? Je ne suis pas certain qu'on y soit encore. Donc je dirais globalement, il y a effectivement peut-être une course à faire sur le sujet et profiter effectivement des travaux d'amélioration du bâtiment sur l'existant, par exemple, ou au moment où on conçoit un bâtiment neuf, pour bien intégrer effectivement tous les paramètres concernant les aléas naturels, les aléas climatiques. Je dirais qu'il y a peut-être mieux à faire aujourd'hui, on n'est pas encore assez sur le sujet. Très bien. Je vous remercie. Donc, je passe la parole à Monsieur Fournier, donc directeur du développement durable de Covivio, qui va nous livrer des bonnes pratiques en matière de résilience des bâtiments tertiaires face au changement climatique, qui est un nouveau sujet pour les entreprises. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Éric Fournier, je suis en charge du développement durable de Covivio depuis fin 2008. Alors, Covivio, c'est quoi? C'est une foncière et nous sommes en même temps développeurs. Donc notre métier, c'est d'être propriétaire d'immeubles, de les louer, donc principalement en fait à des grands comptes en ce qui concerne Covivio, avec une spécificité, on en a plusieurs, mais c'est en particulier d'avoir des actifs qui sont loués à un seul utilisateur et très marginalement à plusieurs locataires. Donc nous sommes présents en France où nous faisons du bureau, en Italie où nous faisons également du bureau, en Allemagne, nous faisons du résidentiel, et puis à l'échelle européenne, nous faisons de l'hôtellerie, donc 3 métiers. Et nous sommes présents également au UK avec l'hôtellerie, en Espagne, etc. Et donc, nous sommes développeurs également, donc ça signifie quoi? Ça signifie que nous faisons construire, nous ne construisons pas directement, mais nous faisons construire des immeubles dont nous restons propriétaires donc de nombreuses années, comme vous pouvez l'imaginer. On a une vision à très long terme. Et donc nous ne sommes pas promoteurs, on ne construit pas pour vendre. Hein. Voilà, je le dis dans le schéma, ce dont le portefeuille total pèse à peu près 23 milliards d'euros, ce qui fait de nous la 4e foncière en Europe. Alors dans les premiers sujets que j'avais eu à traiter il y a quasiment 11 ans maintenant, c'était notamment de faire une cartographie énergétique et environnementale du parc.
Et à l'époque, le terme de résilience n'était pas encore aussi implanté qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais on avait pris soin d'identifier déjà une vingtaine d'indicateurs, dont l'énergie bien sûr, le carbone, qui était un peu précurseur à l'époque, la biodiversité, enfin différents sujets qui sont tout à fait prégnants dans le cadre de la question de la résilience. Alors depuis ce matin, le mot résilience a été utilisé, je n'ai pas entendu la conférence immédiatement précédente, mais il n'a pas été beaucoup utilisé. Mais en revanche, on a bien entendu dire, notamment par Emmanuel Vargon, qu'on avait deux grands sujets, l'atténuation d'un côté, c'est l'atténuation de notre empreinte environnementale, tous azimuts, et particulièrement, bien sûr, c'est le sujet qui nous occupe dans le secteur du bâtiment, et puis de faire en sorte d'adapter les bâtiments, notamment au changement climatique et au sujet qui vient d'être posé par monsieur. Alors, quand on parle de ce sujet, moi j'ai l'habitude de repartir en fait de cette grille avec d'un côté, donc vous voyez à bâbord tout ce qui est éco-conception, accessibilité, biodiversité, qui sont les grands sujets en fait qui font majoritairement partie des grands sujets qui animent les réflexions autour du bâtiment durable, mais simplement on doit les traiter non pas seulement à l'échelle du bâtiment, ce qui a trop souvent été fait sans réfléchir à la porosité avec l'ensemble, mais c'est souvent véritablement à l'échelle du territoire. Et donc les solutions qu'on aura chez Covivio, compte tenu de notre dimension européenne, ce ne sera pas forcément les mêmes solutions partout, et essayer un clonage systématique serait juste une énorme erreur. Donc l'un des aspects de notre réflexion est beaucoup en lien avec le territoire, avec la ville. Donc vous voyez, je place le territoire dans une dimension supérieure à la ville, parce que aussi ce qui a été rappelé, c'est qu'on a un nombre d'humains qui aujourd'hui globalement sur la planète, 50% vit en ville, en 2050 ce sera 66%, mais simplement les villes émettent grosso modo 80% du CO2. Cela dit, les traiter là aussi sous cloche, comme on a fait trop souvent pour le bâtiment, je pense que c'est juste une erreur, et que pour plein de questions, l'eau, enfin tout un tas de sujets, il faut prendre la mesure à l'échelle d'un territoire, mais vraiment élargi également. Alors, si j'appuie là, voilà. Alors, sur les bonnes pratiques déjà mises en œuvre, parce qu'en réalité, on n'a pas attendu... depuis 2 ans qu'on parle beaucoup de résilience, on faisait tous beaucoup de choses, notamment parce qu'en France on a alors à la fois des outils, notamment sur tout ce qui est risque d'inondation par exemple. Alors chez les anciens termes, je vois Caroline Lingry dans la salle qui me dirait les nouveaux termes, mais moi je suis resté à dire PPRI pour les inondations, PPRN, etc. Et donc on a une documentation en France sur ces sujets-là qui est quand même assez remarquable, et les travaux que vous avez présentés à l'instant donnent encore d'autres perspectives d'enrichissement. Croyez bien que ce n'est pas le cas dans tous les pays, même européens, et que pour constituer les mêmes bases de données, on a parfois un petit peu de mal, pour le dire gentiment. Voilà. Donc dans les bonnes pratiques que nous avons, c'est que nous ambitionnons d'avoir 100% par exemple de nos bureaux français qui soient certifiés, c'est-à-dire HQE ou BREEAM d'ici l'horizon fin 2020. Donc on en est à un peu plus de 85%, ça va, on est dans les clous, c'est bon. Et avec HQE, on répond déjà à un certain nombre de critères qui vont dans le sens évidemment de la résilience. On a, en marge de tout ça, fait un certain nombre d'études, par exemple l'hypothèse où on aurait une élévation du niveau de la mer de 50 cm, de 1 mètre. Quel impact ça aurait? Combien d'immeubles ça toucherait? En nombre et puis évidemment en valeur, c'est aussi un sujet, c'est vrai. Nous avons fait une trajectoire, nous avons calculé une trajectoire 2030, c'est-à-dire nous nous sommes demandé si finalement toutes les initiatives qu'on pouvait avoir nous permettaient de respecter la trajectoire de degrés de l'accord de Paris de décembre 2015. Alors la réponse est oui, on a travaillé pendant plus d'1 an là-dessus avec le CSTB, donc nous avons été très satisfaits que cette étude et cette trajectoire soient validées par l'initiative Science Based Target, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un peu dans la mouvance de l'ONU, on va dire, pour faire simplement,
Et donc ça fait partie aussi, bien sûr, cette réduction de l'empreinte carbone et tout ce qui va avec, de cette démarche en faveur de la résilience. Et puis, historiquement, dans les sites qui sont dans les risques qui sont suivis, alors vous voyez que ça va très loin, on a un suivi sur tout ce qui est cyclone, des indicateurs sur même les pluies torrentielles, les risques miniers, les volcans, etc. Donc ça va assez loin et ça dépasse le cadre des diagnostics amiante ou autres auxquels nous sommes évidemment à minima concernés. Alors ça c'est la fameuse trajectoire que je viens de vous évoquer à l'instant. Alors on a fait plusieurs scénarios à la fois sur la détention de nos actifs jusqu'en 2030 et ce que ça a de très spécifique, c'est qu'on a modélisé ensuite l'impact qu'aurait à la fois le fait de construire des immeubles neufs et très performants, le fait de les rénover très performants, et puis dans le cadre de leur entretien et des travaux pluriannuels, quel impact également, ce qui nous a permis d'arriver en fait à une espèce de couloir, si vous voulez, avec en haut le scénario, alors qu'on a nommé tendanciel, c'est-à-dire sur la base des informations un peu connues de ce qu'on peut pressentir sur les technologies telles que on les intègre dans les conceptions de nos bâtiments, et puis un scénario plus ambitieux, donc qui nous permet de réussir ces 2 degrés. Donc en pratique, très concrètement sur nos immeubles, ça signifie que on va de plus en plus construire bas carbone. Donc nous, on est dans les membres fondateurs de BBCA et c'est un exercice auquel on s'est bien sûr déjà livré. Il y a tout un volet très important avec le choix des matériaux. Donc il a été question ce matin des matériaux recyclés. Il a été question aussi de donner, alors bon, une certification ou un label, ça me paraît peut-être beaucoup, mais une sorte de prime en ce qui concerne les immeubles qui n'ont pas été rasés, mais dont on a conservé un certain nombre d'éléments avant de reconstruire. C'est aussi une chose à laquelle on se livre dans un certain nombre de cas. C'est pas toujours possible, notamment pour des raisons techniques, mais on le fait. Alors évidemment, la question du choix des matériaux, de l'économie circulaire, a beaucoup progressé depuis 2 ans avec l'arrivée notamment de plateformes qui permettent, après un audit approfondi, de pouvoir mettre en vente un certain nombre d'équipements de l'immeuble ainsi déconstruits. Bon, on est encore au balbutiement quand même de ce type d'initiative. Les isolations de toute nature, les brises-soleil. Alors il y a parfois ça fait sourire parce qu'en fait dans les brises-soleil vous en avez qui sont rendus, enfin qui sont électriques et qui sont asservis en fait au soleil. Et on a eu, enfin j'ai visité il n'y a pas très longtemps un immeuble où en fait tout a été stoppé parce que précisément ça faisait trop de bruit à chaque fois qu'il y avait un nuage qui passait devant le soleil, ça faisait bouger un peu les brises-soleil. Et donc on est encore à rechercher des solutions, mais je crois que des solutions simples souvent valent mieux que des solutions très sophistiquées. Et en plus, on a quand même à maîtriser les charges d'occupation ensuite pour l'utilisateur, pour le locataire. Donc il faut rester avec des solutions qui ont les pieds sur terre. Voilà, ensuite, j'ai noté, vous aurez de toute façon la présentation, notamment sur l'utilisation de l'immeuble. Alors la question de la politique transport, ça ne dépend pas du tout du propriétaire, hein, bien évidemment. Nous, on s'attache évidemment à avoir des immeubles qui soient situés au plus près des transports en commun et de faire en sorte d'avoir des immeubles qui bénéficient de la meilleure desserte possible. De même, le télétravail, c'est une démarche qui est entreprise maintenant par beaucoup d'entreprises en France, dans d'autres pays européens, avec en fait un impact sur le bilan carbone des entreprises qui reste à calculer. Pour l'instant, je n'ai pas du tout eu d'éléments à cet égard. Ça semble encore difficile à appréhender, mais on peut imaginer que ça a évidemment un impact tout à fait significatif. Le développement des visioconférences, alors là, et la Green IT, on rejoint un sujet qui nous est cher chez Covivio. On est membre d'une association qui s'appelle la Smart Building Alliance, donc SBA,
Et c'est aussi toute la question de l'immeuble connecté. Alors avec un double tranchant, c'est-à-dire que plus on utilise ces moyens de communication, plus en même temps on consomme de l'énergie. Alors effectivement, ça permet peut-être de se déplacer moins, mais on a un point d'équilibre à trouver et qui n'est pas trouvé aujourd'hui. Donc c'est un sujet important pour nous. Et puis j'ai mis un dernier point qui est la gestion de l'immeuble, l'éco-gestion. Alors ça représente moins de place sur la slide, mais en pratique, c'est un enjeu considérable. On va voir à la fois la manière dont on pilote les installations dans les immeubles, et ça peut être, on peut facilement faire 15, 20, 25, 30% d'économie d'énergie, mais à minima à 15%, et de même sur les modes d'occupation des utilisateurs. Mais là aussi, en fait, nous, en tant que foncière, on a contact avec les directions générales et avec les directions immobilières de nos locataires, et donc on n'a pas contact avec l'utilisateur final. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'actes de sensibilisation qui sont faits. Alors juste pour conclure deux éléments, je voulais vous évoquer cette publication de l'ADI sur la résilience, et qui commence en fait par les aspects assurance pour planter le décor et montrer la quantité de milliards d'euros que représentent en termes d'assurance chaque année les différents risques naturels. Et puis, Covivian est signataire du pacte Paris Action Climat. Vous mentionnez ce plan climat de Paris qui va jusqu'à 2050. Et alors pour un acteur comme nous, c'est compliqué de se positionner à 2050. Mais en tout cas, ça montre la mobilisation d'un certain nombre de collectivités, Paris évidemment, est très engagé dans le sujet, avec à la fois des groupes de travail et puis surtout des réflexions qu'il me semble bon à la fois de signaler et de partager. Très bien. Merci. Donc, je me tourne vers Chloé Trandung-Min, donc directrice d'études au CEREMA Ouest, qui va donc nous tirer les enseignements issus d'un projet de recherche qui s'appelle Relève, issu donc du relèvement des territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy après l'ouragan Irma. Oui, bonjour à tous, merci. Alors, ce n'est pas encore tout à fait les enseignements, parce qu'on ne peut pas dire que Saint-Martin aujourd'hui soit complètement relevé de l'ouragan Irma. Je vais quand même vous faire part de cette première expérience. Donc, Relève pour reconstruction des territoires, quel levier pour anticiper les catastrophes naturelles. Il s'agit d'un programme de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche et porté par le CEREMA que je représente aujourd'hui. Le CEREMA, c'est un établissement qui agit à peu près dans l'ensemble des champs portés par les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, donc des infrastructures, à la construction des bâtiments, au risque, au changement climatique, et j'en passe. Donc nous sommes en consortium avec 5 universités ou écoles pour balayer le champ non seulement du relèvement physique, mais aussi le relèvement sociétal d'un territoire après une catastrophe naturelle. Alors, d'où est partie notre réflexion ? Elle est partie en 2015-2014 à peu près d'un constat. Après une catastrophe, donc une grosse catastrophe naturelle avec énormément de dégâts, de dommages, des destructions importantes, après une catastrophe, tout le monde est d'accord pour dire bon, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Une erreur, par exemple, c'est on a changé le cours d'eau d'une rivière, on en a fait un coude, et dans l'angle droit du coude de la rivière, on a posté une maison, c'est une erreur. Au moment où cette maison est détruite parce qu'il y a une crue majeure qui est survenue, on se dit, il ne faudrait pas le refaire, il ne faudrait pas la reconstruire là, et si on devait absolument la refaire, il ne faudrait pas la reconstruire pareil. Et pourtant, là je vous mets un exemple parmi tant d'autres qu'on peut trouver, là il s'agit d'un exemple dans l'ouest de la France, à Redon, un Leclerc implanté de longue date dans le lit d'une rivière, donc en secteur inondable, qui en 1995 a essuyé une très grosse crue, très grosse à l'échelle du territoire. On n'avait jamais vu ça, c'est incroyable. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. En fait, il s'agissait d'une grue de retour de 20 ans à peu près, statistiquement, donc c'est pas si énorme que ça. Bon, ouf, heureusement, ça y est, elle est passée. En 2001, la crue revient un peu moins forte, mais malgré tout, gros dommage sur le bâtiment. Et donc, Leclerc veut déménager. En plus, il a des réserves foncières un petit peu plus loin, donc ça paraît assez cohérent. Cela étant, ça coûte quand même assez cher de reconstruire un nouveau magasin. Ça traîne un peu. Bon, finalement, on reste là. Voilà.
Et puis en 2009, vu que finalement ça se passe pas si mal, et à côté du Leclerc, on implante un centre commercial. Alors le Leclerc s'est entouré d'un petit muret digue, le Décathlon s'est mis sur pilotis, voilà, on prend quand même des précautions. On sait qu'on est en zone inondable maintenant, voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Donc en 2014, ouf, pas de dommages sur les bâtiments. En revanche, parking inondé, route fermée, perte d'exploitation pendant plusieurs semaines. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'à chaque fois, on en arrive là, puisqu'à chaque fois, on sait qu'il ne faudrait pas le faire. Alors, je passe sur un certain nombre d'aspects, notamment les aspects assurantiels sur lesquels M. Petipas se penche depuis longtemps. Il y a un volet essentiel, c'est que quand un dégât arrive, un dommage majeur, tout ce qu'on souhaite, c'est revenir comme avant et rapidement. Parce que c'est assez traumatisant. Alors là, il s'agit d'un commercial, mais quand il s'agit d'habitation, les gens qui y habitent, les sinistrés, ils veulent effacer ça de leur mémoire et revenir dans leur maison telle qu'avant. Et puis pour aller vite, pour faire comme avant, on est efficace, enfin on veut être efficace. Pour être efficace, on fait ce qu'on sait faire. Donc on refait pareil. Alors, nous, en 2014-2015, on s'est dit, ok, on a compris, on va arrêter de se demander pourquoi ça ne marche pas, puisqu'on ne trouve pas la réponse. On va essayer de se demander pourquoi, parfois, ça marche quand même. Donc on a fait des retours d'expérience, on est allé voir sur des projets qui avaient finalement abouti. On se rend compte que c'est toujours très difficile, très compliqué, très long, mais malgré tout, on a quelques exemples où ça marche pas si mal. Alors, quelles sont les conditions favorables? C'est ce qui nous intéresse, nous. C'est pas pour refaire à l'identique à chaque fois, c'est à chaque fois qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, ça a été possible pour essayer de reproduire ça en amont d'un nouvel événement. Donc, comment est-ce qu'on peut y arriver? Alors, est-ce qu'on peut avoir un plan d'aménagement bis dans les cartons? On sait que c'est inondable, on sait que ça reste d'être inondé. Est-ce qu'on fait un autre plan d'aménagement pour le cas où ça arrive? Non, ça ne marche pas du tout, puisqu'on ne sait jamais quel sera l'événement exact. Et puis, parler d'un dommage important à un maire ou à des élus pour dire il faut le refaire plus tard, c'est pas très vendeur, ça ne donne pas envie de se projeter vers l'avant. Donc, ça ne marche pas. Profiter d'une dynamique existante, oui, ça fonctionne dans une certaine mesure. C'est-à-dire, il y avait déjà un projet, par exemple un projet de renouvellement urbain. Eh bien, dans ces cas-là, comme si le sinistre est assez frais dans les mémoires, on peut encore infléchir le projet avant qu'il ne soit vraiment réalisé, pour prendre en compte le risque qui vient de se produire. Donc on ne dira pas que finalement on ne construit pas à cet endroit-là, ça marche quasiment jamais. On va quand même construire, mais au moins on va infléchir un petit peu la façon de le faire. Et alors surtout, ce qui nous a paru essentiel, pour que ces tout petits projets à chaque fois arrivent quand même à sortir, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, au bon moment justement, il y ait les bonnes personnes qui soient là pour prendre la décision. C'est vraiment toute une chaîne d'actions qui se joue très très vite en fait, la reconstruction, qui fait que y a pas un moment donné où on se pose et on se dit attendez, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on fasse une étude et tant pis, ça va durer un peu plus longtemps, mais on va le faire. Sauf parfois, quelques personnes y arrivent, on a même un peu la théorie de l'homme providentiel, quoi. Il fallait que ce soit lui qui soit là aujourd'hui parce que sinon ça ne marchait pas. Donc on a décidé d'investiguer un peu plus toute cette chaîne de décision plutôt que savoir comment on va reconstruire vraiment en dur. Et on était à peu près là en 2017 de nos avancées, de nos recherches, quand s'est produit l'ouragan Irma, que M. Petipas avait écouté tout à l'heure. Donc l'ouragan Irma, vous vous en souvenez peut-être parce qu'on en a reparlé récemment suite à l'ouragan Dorian qui s'est passé pas loin. Donc Irma a vraiment impacté de plein fouet les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dont on a réappris qu'en fait ils appartenaient au territoire français, qui se situe au nord de la Guadeloupe, dans les petites Antilles françaises. Et alors, à ce moment-là, ça a été vraiment un choc, je ne sais pas, vous vous en souvenez peut-être, mais c'était Saint-Martin détruite à 95%, ça c'est le lendemain de l'ouragan, c'est le président de la collectivité qui annonce ça dans tous les médias. L'île dévastée, plus rien n'est debout, et du coup, action-réaction, un pactole de 500 millions d'euros qui est débloqué immédiatement pour la reconstruction Saint-Barthélemy, Saint-Martin. On se dit, c'est un peu l'occasion quand même. Et d'autant plus que Édouard Philippe, qui s'est rendu sur site, a fait l'annonce qu'on ne reconstruirait pas à l'identique à Saint-Martin. Alors quand l'Agence nationale pour la recherche a lancé un appel à projet, bien sûr, on a candidaté. Et on a eu la chance d'être retenu. On s'est donc rendu sur place. On ne s'y est pas rendu sur place tout de suite, on a attendu 1 an et demi.
Alors c'est pas parce qu'on a pris notre temps, c'est pas parce qu'on s'est dit que ça serait plus confortable d'être sur l'île une fois que ça serait un petit peu retapé, c'est parce qu'on voulait vraiment bien distinguer là, à un moment donné cette urgence où il faut absolument mettre les gens en sécurité, il faut que les gens aient à boire, aient à manger, que les écoles soient réouvertes et que les routes soient circulables pour que, la vie reprenne un peu son cours et qu'ensuite la vraie reconstruction commence. Et donc, au bout d'1 an et demi, on est allé voir ce qui s'est passé et comment les gens ont décidé de faire ce qu'ils font. Parce que nous, on n'est aujourd'hui pas en capacité de les conseiller en amont, donc voilà, on y va pour recueillir leur expérience. Alors, on a de notre côté, nous, sur le côté décision, donc je passe sur les autres membres du projet qui sont sur les aspects plus, plus psychologiques ou plus durs en termes d'infrastructure. On a rencontré une vingtaine d'institutionnels qui se montrent extrêmement bavards, tous, quel que soit leur niveau hiérarchique dans les chaînes. C'est vraiment un événement qui marque et donc on a beaucoup de matière à développer par la suite. Et on s'est rendu compte que Saint-Martin, c'est un cas d'école sur le fait qu'une catastrophe met en exergue les difficultés qui existaient avant. Elle ne crée pas des difficultés. Alors oui, si, quand même, à un moment donné, mais ça ne crée pas des difficultés pour le territoire. C'est que toutes les difficultés qui existaient avant, nous sautent aux yeux. Et par exemple, la Guadeloupe s'est rappelé qu'elle devait se soucier de la sécurité de Saint-Martin une fois qu'elle a su qu'elle-même ne serait pas touchée, et donc qu'elle avait 24 heures pour le faire, quoi. Et elle s'est rendue compte aussi que c'est une île qui avait explosé, Saint-Martin, 8000 habitants en 1980, 35 000 en 2000. Donc évidemment, développement complètement anarchique de la construction, pas d'urbanisme pensé, rien n'est fait sur les risques, alors qu'on sait quand même qu'ils existent, le risque cyclonique n'est pas nouveau dans les îles. Donc comment est-ce que maintenant on va se poser des questions? Alors notre premier enseignement, c'est que déjà il faut partir d'un même référentiel. Nous, on est arrivés, on a rencontré des métropolitains qui disaient « Ah mais au bout d'un an, mais rien n'est fait », alors que les gens qui habitaient là-bas se disaient « Mais quel boulot on a accompli, quoi !» Parce qu'eux, ils étaient là avant, ils savaient que l'île était pas belle avant, dans certaines mesures, mais qu'il y avait vraiment des problèmes avant, ce que ne voient pas les métropolitains. Et dans la mesure où je suis à Cities to Be aujourd'hui, je vous donne quelques éléments à votre réflexion sur la construction, qui n'est pas mon domaine, mais cette histoire de référentiel est souvent ressortie. Alors, en premier lieu, la communication. À Saint-Martin, c'était le désastre, 95% des bâtiments détruits, c'est même pas vrai. C'est pas vrai du tout. 95% des bâtiments ont été peu ou prou touchés. C'est pas du tout la même chose que d'avoir plus rien du tout. Alors qu'à Saint-Barthélemy, qui a été touché exactement pareil, ils ont dit « Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, venez à Noël ». Et de fait, les professionnels ont tout maquillé, les chantiers ne se voient pas quand on se promène là. Nous, on est allés après, mais dès Noël, c'était bon, quoi. Il y a eu 100 000 € d'investis pour planter des arbres. Pas pour reconstruire des maisons, pour planter des arbres, pour maquiller les chantiers. Et les professionnels ont travaillé derrière d'arrache-pied, mais de façon invisible. Il y a aussi le CSTB qui a été mandaté pour élaborer un guide qu'il a fait en concertation avec beaucoup d'acteurs du terrain et qui a été très très largement diffusé en anglais, en créole, en français, dans les supermarchés, les préfectures, partout. Malgré tout, alors il y a eu beaucoup de bonnes réceptions et il y a eu beaucoup de critiques, évidemment. Une des critiques majeures, c'est vous nous faites un guide qui parle de construction et pas de réhabilitation. Donc là, on est dans la réhabilitation. Et surtout, vous ne prenez pas en compte notre spécificité ilienne, puisque nous avons des techniques traditionnelles de construction qui tiennent. Les maisons qui n'ont pas tenu, c'est parce que ce sont des maisons qui se sont faites de façon anarchique par des populations nouvelles qui ne connaissent pas les techniques. Nous, nos maisons anciennes, elles ont tenu. Donc merci aux métropolitains de vous renseigner sur les techniques que nous utilisons pour pouvoir les diffuser sur nos îles. Donc là, voilà, on touche vraiment du doigt la difficulté d'être pédagogique, d'être efficace, d'avoir quand même des normes pour pouvoir donner un référentiel, et de s'adapter à chaque territoire qui doit se relever à sa façon. Donc sur l'île, c'est bien plus particulier qu'ailleurs, mais même n'importe où en France, on vous dira, chez nous, c'est pas pareil qu'ailleurs. Enfin, dans n'importe quel petit village de France, on vous le dit, il faut avoir une spécificité. Et deuxième, juste très vite, sur le plan de prévention des risques, c'est la même chose. Le plan de prévention des risques, donc, il va interdire de construire à certains endroits, il va préconiser de construire différemment à d'autres. Le référentiel des plans de prévention des risques littoraux en France, c'est la tempête Xynthia en Charente-Maritime.
on nous dit « mettez un étage refuge de sommeil ». Et là-bas, ils vous disent « mais ça sert à rien ». Puisque si jamais le toit s'envole, nous, on craint pour nos vies. Alors que si on est au rez-de-chaussée, ça marche. Parce que nous, on ne dort pas quand il y a un cyclone. C'est pas comme Xintia quand ils se sont fait prendre dans leur sommeil. Nous, quand il y a un cyclone, toute la nuit, on est dans une chambre et puis on ne bouge pas et on attend que ça se passe. Donc voilà, c'est comment faire pour que aujourd'hui la norme doive s'appliquer et en même temps, le territoire doit trouver ses propres ressources pour arriver à se relever. Donc ça, c'est à votre réflexion. Et puis derrière, comment nous, on continue à travailler sur comment arriver à prendre les bonnes décisions dans une échelle d'acteurs un petit peu compliquée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, je crois que les conditions techniques et le temps ne nous permettent pas de prendre des questions, mais je pense que les intervenants peuvent être à votre disposition quelques minutes, à la suite de cet atelier. Et pareillement, l'Institut pour la ville durable se tient normalement à votre disposition sur le stand Alliance HQE Novabuilt, notamment pour vous présenter un portail de ressources exemplaires en matière de ville durable. Voilà, merci à tous.